Bonsoir à tous et bienvenue. Nous nous excusons déjà pour ce léger retard que nous avons pris. Bonjour, bienvenue à tous dans ce huitième numéro de Think Out of the Box. Et c'est c'est un événement virtuel qui, euh, qui est organisé par le chapitre du PMI en RDC à travers sa direction des affaires académiques. Et il consiste à recevoir chaque semaine un professionnel, un professionnel de, un professionnel dans la gestion de projet ou dans d'autres domaines qui va nous parler un peu de son parcours. Et donc, cet événement est disponible à la fois sur Zoom ainsi que en live sur Facebook. Alors, pour, pour, en ce qui concerne le numéro de ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Agapé Manzila. Euh, Bonsoir Agapé. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Euh, oui, parfaitement. Bonsoir Agapé et bienvenue. Euh, et encore une fois, merci d'avoir pu disponibiliser de ton temps pour nous partager un peu de ton expérience. Et donc, Agapé est un ingénieur des travaux qui est spécialisé dans la planification et la gestion de projets complexes, principalement au sein de l'industrie minière. Et donc, actuellement, il est analyste et planificateur analyste et planificateur de projets au sein de la société Glencore RDC, qui est l'un des grands groupes à travers le monde qui produit, recycle et commercialise les métaux essentiels à la transition énergétique. Et donc, notamment le cuivre et le cobalt. Et enfin, Agapé est volontaire et membre du chapitre du PMI en RDC. Et donc, encore une fois, bonsoir. Et, Bonsoir et bonsoir tout le monde. mais avant d'entrer euh, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vais rapidement présenter le PMI. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais rapidement présenter le PMI et le chapitre du PMI en RDC. Et donc, je vais rapidement partager mon écran. Et donc, qu'est-ce que le PMI? Le PMI, qui veut dire Project Management Institute, est la plus importante association en gestion de projet à travers le monde. Et elle est basée aux États-Unis et existe depuis les années 60. Et donc, le PMI a mis en place des standards de gestion de projet, des standards qui se sont imposés aujourd'hui partout. Et ces standards se basent principalement sur l'expérience et l'expertise des professionnels et bien sûr les réalités et l'évolution de l'industrie. Euh, Après avoir mis ces standards de gestion de projet, le PMI a mis en place des certifications professionnelles. Une certification professionnelle, c'est lorsqu'une organisation atteste ou reconnaît d'un niveau de connaissance et de compétence dans un domaine précis. Et en ce qui nous concerne, il s'agit de la gestion de projet. Et ces certifications s'adressent à tout type de profil. C'est-à-dire il y a des certifications pour les personnes qui ont peu ou qui n'ont pas d'expérience. Voilà le tableau des certifications du PMI. Et donc, sur la première ligne, nous avons des certifications qui ne nécessitent pas d'expérience. Il s'agit notamment du CAPM, qui est la certification principalement pour les étudiants ou les débutants dans la gestion de projet. Ensuite, nous avons des certifications qui nécessitent un minimum de
3 années d'expérience. Il s'agit de la ligne en bleu. Et là, nous avons la certification la plus demandée, la plus populaire, qui est le PMP, le Project Management Professional. Et enfin, ensuite, nous avons des certifications pour des seniors, pour des professionnels seniors. Il s'agit de la gestion de programme et la gestion de portfolio, PGMP, PFMP. Et enfin, nous avons des spécialisations, qui est la ligne en violet. Et il s'agit de certifications dans un domaine précis de la gestion de projet. Par exemple, nous avons le PMI RMP, qui est une certification dans la gestion des risques. Donc, à travers ce tableau, nous rendons compte que le PMI a mis en place des certifications qui sont orientées, qui s'adressent à tous les types de profils. Et enfin, le PMI est organisé en chapitres. Les chapitres sont des représentations du PMI à travers les pays. Et aujourd'hui, on compte 305 chapitres à travers 221 pays et territoires. C'est-à-dire que à travers le monde, il est difficile de trouver un endroit où un pays qui n'a Oui, je pas de vais essayer chapitre du d'hausser PMI. un peu la voix. Euh, Ensuite, bon, en ce qui concerne la RDC, nous avons un chapitre qui existe depuis juillet 2017 et à ce jour, nous comptons environ 150 membres et 300 membres sympathisants et une dizaine d'organisations avec une dizaine d'organisations partenaires où nous comptons des universités, des ONG ou des organisations étatiques. Et, euh, et parmi les membres, nous avons bien sûr tout type de profils. Nous avons des étudiants, nous avons des professionnels venant de divers secteurs, le secteur public, le secteur privé, le secteur minier, comme notre invité de ce soir. Euh, alors, quels sont les avantages à être membre? Premièrement, nous faisons partie d'une communauté, c'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que le PMI était répandu dans 221 pays et territoires. Ça veut dire que nous faisons partie d'un réseau mondial, mais en même temps, au niveau local, nous avons environ 150 membres, 300 membres sympathisants et 10 organisations partenaires. Donc, nous faisons partie dans un réseau à la fois mondial et local à travers le pays. Le deuxième avantage, c'est que lorsqu'on est membre effectif, on bénéficie des ressources du PMI. Le PMI a mis en place des standards et les ouvrages qui contiennent ces standards, les ouvrages de référence, sont accessibles pour les membres gratuitement. Nous à travers, lorsqu'on est membre, on a aussi accès à des revues. Il s'agit de Forbes, Harvard Business Review et New African Entrepreneur. Ce sont des revues qui sont contenues dans les frais d'adhésion. Une fois qu'on est membre, et on a accès à ces revues gratuitement. Le PMI, le PMI aussi met à la disposition des articles et des webinaires qui permettent de se mettre à jour par rapport au domaine de la gestion de projet et surtout de se former. Enfin, nous avons des modèles de documents, des templates. Ça veut dire que lorsqu'on est dans la gestion de projet, on n'a plus besoin de réinventer les documents, mais on peut utiliser des documents qui sont déjà disponibles et qui sont adaptés aux standards internationaux. Et enfin, le troisième avantage, c'est que lorsqu'on est membre effectif, on a accès aux certifications et aux événements du PMI, aux certifications professionnelles à des prix réduits. Par exemple, en ce qui concerne le PMP, qui est la certification la plus répandue, lorsqu'on est membre, le PMP revient à 284 $, tandis que lorsqu'on n'est pas membre, il s'agit de 55 $ pour les non-membres.
Le CAPM aussi, pour les nombres, il est à 158 dollars, mais pour les non-membres, il est à 210 dollars. Nous avons toujours une différence de prix pour les certifications, mais aussi pour les événements à travers le monde. Il y a toujours un prix, un tarif pour les membres et un tarif pour les non-membres. Enfin, le quatrième avantage ou le dernier avantage, c'est que lorsqu'on est membre et lorsqu'on décide de s'engager en tant que volontaire, on bénéficie d'une expérience professionnelle qui peut être mise en valeur à travers son CV et on participe à des activités qui nous permettent d'emmagasiner de l'expérience professionnelle. Comment est-ce qu'on devient membre effectif? Comme toute association professionnelle, il faut payer des frais annuels d'adhésion. On distingue deux catégories. Il s'agit des étudiants. Les étudiants, les frais d'adhésion reviennent à 17 dollars, à savoir 12 dollars pour les frais d'adhésion au PMI et 5 dollars pour les frais d'adhésion au chapitre. Tandis que pour les professionnels, on estime que les professionnels ont déjà un peu plus de moyens. Et donc, les frais annuels reviennent à 129 dollars, à savoir 99 dollars pour l'adhésion au PMI et 20 dollars pour l'adhésion au chapitre, et 10 dollars de frais administratifs pour ce qui est de la première adhésion. Et il faut signaler que ces frais sont à payer directement sur la plateforme du PMI. Et lorsqu'on est membre, bien sûr, on s'engage à respecter le code d'éthique du PMI. Le PMI est une organisation qui repose sur des valeurs et quand on décide de devenir membre du PMI, on doit respecter ces valeurs. Enfin, quelques chiffres. À travers le monde, le PMI compte environ 694, un peu moins de 700 000 membres à travers le monde. J'ai dit que c'est qui sont répartis à travers 221 pays et territoires. Et en termes de certifiés, aujourd'hui, le PMI compte environ 1 400 000, un peu plus d'1 400 000 pour les certifiés PMP et, euh, et environ un peu plus de 71 000 pour les certifiés CAPM. Mais à travers la RDC, on ne compte qu'une cinquantaine de certifiés. Et donc, il est temps de mettre la main à la tâche et de passer un cap, de passer une certification pour confirmer les compétences que l'on détient dans le domaine de la gestion de projet. Enfin, voici les contacts du chapitre. Nous avons, l'adresse du site www.pmi.org et puis nous avons les contacts du chapitre qui seront partagés à la fin de notre échange avec notre invité. Merci à tous. Pour toutes les personnes qui ne connaissaient pas qu'est-ce qu'est le PMI, qu'est-ce qu'est le PMI, toutes les personnes qui ne connaissaient pas c'est quoi le chapitre du PMI, voilà. Maintenant, nous allons entamer notre discussion avec Agapé. Rebonsoir Agapé. Bonsoir Didier. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu peux rapidement te présenter et brièvement te présenter et parler de ton parcours académique déjà. OK. Alors, une fois de plus, c'est vraiment pour moi, Didier, un réel plaisir et un privilège d'être là parmi vous. Et c'est vraiment avec beaucoup d'humilité et beaucoup de tremblement que je viens devant vous, justement, vous parler de ma petite expérience dans la gestion de projet. C'est vrai que nous avons commencé, je suis vraiment un amoureux de la gestion de projet depuis un bon bout de temps. Je vais justement vous parler
de mon histoire dans la gestion de projet qui pratiquement a défini mon parcours professionnel. Alors, l'histoire commence bien entendu avec le collège Saint-Joseph Elikia, où j'ai obtenu à Kinshasa, bien sûr, mon diplôme d'État. Alors, à l'issue de ce cursus scolaire, il m'a été offert une opportunité de pouvoir rejoindre l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement parce que, ayant fini dans la biochimie et étant vraiment un amoureux de la chimie et de la biologie, et également surtout de l'eau en particulier, je voulais vraiment me spécialiser dans le domaine de l'eau, dans tout ce qui est hydraulique. C'est ainsi que je suis donc parti au Burkina Faso, où j'ai d'ailleurs eu l'opportunité, à l'issue de mon inscription, d'être retenu comme boursier. Donc, il y avait une bourse de la BAD, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Et donc, cela m'a permis justement de pouvoir faire mes études d'ingénieur au sein de cet Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement au Burkina Faso. C'est un environnement multiculturel, notamment où j'ai eu à rencontrer plusieurs amis et collègues de différentes nationalités. Et voilà, donc là-bas, j'ai obtenu mon diplôme comme ingénieur des travaux, également connu sous le titre de chef de chantier. Ce sont des nomenclatures assez francophones. Et donc, j'ai obtenu ma licence professionnelle euh, avec le titre d'ingénieur de travaux. Et puis, j'ai bien entendu, on va parler de l'expérience professionnelle un peu plus tard, mais voilà, sur le niveau académique, j'ai donc une licence professionnelle en ingénierie de l'eau et de l'environnement et j'ai plusieurs, je ne dirais pas certifications pour l'instant, mais certains certificats et diplômes de la part en gestion de projet notamment, dans plusieurs structures académiques, notamment MSBM au Royaume-Uni et également un diplôme de gestion de projet avancé, Advanced Project Management de l'Université de Cape Town. Et là, je suis pratiquement en train de poursuivre mon périple académique en parallèle de mon travail en faisant mon MBA, mon Master en Business Administration à l'Université de East London dans le Royaume-Uni. Donc voilà plus ou moins de manière brossée. Il est vrai qu'après, il y a des petites certifications, des cours, on ne se lasse pas d'apprendre, mais nous n'aurons pas le temps de citer tous les certificats. Je me rappelle même le week-end passé, j'ai eu 2 jours et en 2 jours, j'ai eu un petit certificat en gestion de projet. Donc, on ne se lasse pas d'apprendre, en effet. Voilà ce qui est du parcours académique. Vraiment. Ah, d'accord. Oui, c'est vraiment un parcours très riche qui t'a mené à plusieurs endroits, j'imagine. Et donc, et donc c'est vraiment super. Et par rapport au parcours professionnel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, mon parcours professionnel n'a pas été rectiligne. Ce n'est pas une ligne, voilà, comme ça. Ça a vraiment été fait de beaucoup de découvertes. Euh, J'espère que le son est bon. Vous m'entendez, Didier? Ouais, parfaitement, parfaitement. D'accord, d'accord. Nous allons poursuivre donc. Alors, parlons de mon parcours professionnel. J'ai commencé juste après l'université avec ce grand bagage en eau assainissement. Je répète qu'ingénieur des travaux, c'est un peu en opposition ou avec les ingénieurs de conception, ce sont vraiment des ingénieurs à pied d'œuvre. Ils sont assez multidisciplinaires et ils peuvent voilà, travailler dans n'importe quelle envergure en termes de travaux, que ce soit des travaux de génie civil,
des travaux hydrauliques, d'assainissement, ainsi de suite. Donc, cela m'a permis et m'a ouvert vraiment un champ professionnel assez large. J'ai commencé dans une entreprise de forage dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, le forage notamment pour une entreprise minière. J'ai participé à mon premier projet de, je ne sais pas comment le dire en français, de dewatering, de pompage d'eau de la mine de Guatemala. C'était des forages, des piézomètres et des forages Ok. d'exploration qui permettaient justement de mettre un système de pompage d'eau afin de pouvoir dessécher la mine et permettre aux miniers, n'est-ce pas, de continuer d'exploiter la mine à ciel ouvert. C'était donc à Tenke-Fungurume Mining. J'étais donc comme travaillant avec un entrepreneur, comme un contractant. Je suis parti, je suis revenu avec une autre casquette. J'ai fait de la logistique pendant un bon bout de temps. Et j'ai beaucoup travaillé dans le secteur privé, également avec divers contrats que nous avons en fonction des marchés dans une petite boîte voilà, de génie civil et de construction. Et cela m'a prédestiné à travailler au sein d'une entreprise où nous avons participé au projet de construction du nouveau bureau de l'INPP à Lubumbashi. Alors de là, ayant, comme vous l'aurez déjà compris, vu que le domaine de l'eau n'était pas privatisé en son temps, il a fallu être assez ingénieux pour se démarquer du domaine hydraulique et embrasser d'autres filières d'ingénierie, notamment la construction. Donc, j'ai participé au projet de construction de ce bureau de l'INPP et c'est de là que je vais rejoindre l'entreprise Kamoto Copper Company, donc KCC, qui est une mine qui produit du cuivre et du cobalt, comme superviseur chantier. Et au fur et à Ok. mesure de la supervision de mes projets de construction à KCC, j'ai commencé à me démarquer de plus en plus en termes dans ce que je faisais, jusqu'à ce qu'il m'a été donné l'opportunité de commencer de la planification de projet. Et c'est de là que absolument tout est parti. J'ai commencé à planifier certains travaux, certains projets, pardon, de construction à KCC en tant que planeur, project planner et ou planificateur de projet. Et de là, euh, j'ai eu une opportunité de travailler comme pendant un court moment. J'aurais bien voulu que ça prenne beaucoup plus de temps, comme PMO, PMO, Project Management Officer, après le fait d'être planificateur de projet. Et pendant que j'étais justement en train d'opérer cette transition vers ce nouveau rôle de Project Management Officer que je faisais déjà dans ma position de planeur, en attendant la confirmation, bien entendu. C'est là que je serai cueilli telle une fleur par Glencore, qui est justement, comme vous l'avez si bien dit, une entreprise, un groupe d'une envergure mondiale qui a plusieurs actifs, notamment en RDC avec les mines de Kamoto où je travaillais, ainsi que de Mumi, de Mutanda Mining, tous présents à Kolwezi dans le là-bas. Donc actuellement, depuis quelque temps, je travaille avec Glencore à DRC comme analyste et planificateur de projet. Et c'est où j'en suis en ce moment. Je vous appelle d'ailleurs du bureau. Je viens à peine de clôturer ma journée. Ah, ah, d'accord. C'est vraiment une expérience très riche. Ça fait combien d'années que tu es dans le monde professionnel environ? J'ai fini mes études pratiquement en 2000, pardon, c'était pas, en 2013. En 2013, on est en 2023, donc ça me fait une petite décennie aujourd'hui, en 2023, mais principalement dans la gestion de projet, ça fait 5 ans. Ok, 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 ok. Ok.
Et donc, alors, dis-moi, tu peux un peu nous parler euh, de parler de la gestion de projet dans le contexte minier. Qu'est-ce que la gestion de projet, qu'est-ce que la gestion de projet dans Je le vais commencer contexte par minier l'expliquer. a de particulier par rapport à d'autres secteurs, en fait? Bon, la gestion de projet dans le contexte minier est très particulier et très, très personnalisé ou très particulier dans la mesure où c'est une gestion de projet vraiment axée sur la production. Donc, c'est une gestion de projet opérationnel. C'est vrai que lorsque nous commençons en gestion de projet, on commence par nous montrer la différence entre ce qui est opération et ce qui est projet. Qu'est-ce qui est la gestion de projet et c'est que ça n'est pas. N'est-ce pas? Je vois Didier sourire. Mais nous sommes dans un contexte de projet opérationnel. Donc, nous sommes dans un contexte un peu hybride où nous avons des opérations qui sont en cours, où nous avons des objectifs de production et où, dans cet environnement minier, dans cet environnement opérationnel, j'ai même envie de dire dans cet environnement dangereux, puisque les opérations comportent également un risque pour l'intégrité physique, vous devez justement user de beaucoup d'ingéniosité pour mettre en place une stratégie de gestion de projet. Donc, la différence, je dirais, entre une gestion de projet classique et la gestion de projet dans le domaine minier ou opérationnel, c'est vraiment euh, un contexte de qualité requis par le cahier de charge. Normalement, vous allez pouvoir apporter des équipements, des constructions, des équipements, des usines. Alors, cela demande beaucoup de technicité avec un cahier de charge le plus précis au millimètre près. Je ne vous parlerai pas une fois d'un projet quelque part qui a été sauvé de justesse dans la mesure où on a failli se rendre compte que les piliers qui devaient supporter la base d'une micro-usine, d'un petit plante qui devait arriver, étaient carrément sortaient de l'axe de l'équipement qui devait arriver. Et il a vraiment fallu vraiment justement se révéler sur certaines stratégies de gestion de projet pour pouvoir régler justement ce genre de problème. Donc, il y a un contexte de qualité minutieux, puisque c'est dans un domaine opérationnel, il y a des machines, il y a un contexte d'urgence, puisqu'il y a de la production qu'il faut garder en tête. Parfois, un projet doit être délivré dans autant de temps, mais il y a également des contraintes opérationnelles en fonction des prévisions de la hiérarchie, des prévisions du management en termes de prévisions d'exportation de cuivre, de cobalt ou de production, etc. Et également, bien entendu, cette contrainte liée à la sécurité de travail. Donc, c'est un peu la spécificité de la gestion de projet dans un domaine, un cadre minier, par rapport à des gestions de projets beaucoup plus classiques, parce que ce sont des projets qui se passent au sein des opérations minières. Donc, c'est en deux, trois mots ce qu'on peut en dire. J'imagine la délicatesse et surtout le, comment dire, la précision, l'exigence de précision au niveau des cahiers des charges. Tout à fait, Didier, parce que, bien entendu, ce sont des études qui sont... Parce que le projet en lui-même, d'où il vient, d'où il naît, il vient d'un besoin, soit d'un département, soit du management, afin de pouvoir optimiser la production. Il n'y a pas un but en dehors de celui-là, bien entendu, avec eu égard
des projets sociaux qui, bien entendu, sont des projets qui permettent de pouvoir renforcer la réputation de l'entreprise minière qui travaille. Et effectivement, là, on a effectivement des cahiers de charges et des échéanciers beaucoup plus raisonnables. Mais dans un contexte opérationnel, il y a des contraintes qui demandent à ce que certains projets puissent être délivrés dans les temps. Alors, on ne commence pas parfois à planifier en amont. On fait un peu du reverse planning où on a une date butoir et c'est en fonction de cette date butoir qu'on va, bien entendu, euh, ouvrir ce work breakdown structure qui est la structure de notre planification pour amener le maximum de ressources pour que le projet puisse être délivré à, à la date, euh, à la date promise et demandée par la hiérarchie. Bien entendu, il arrive des petits dépassements, notamment budgétaires, qui arrivent malheureusement assez souvent, mais c'est un contexte assez intéressant, et, effectivement, oui. Ok. Alors, tu es planner et analyste. Déjà, première chose, c'est quoi un project planner? Et c'est quoi un analyste? Ça, c'est la première question à laquelle j'aimerais que tu répondes. Donc, et D'accord. il faudrait un peu dans ta réponse, un peu parler un peu du contexte de manière générale et quel est le travail spécifique du project planner Alors, le de l'analyste. planificateur de projet, d'ailleurs, je suis également très content de faire un peu de lumière aux autres métiers de la gestion de projet, parce que je sais que Didier est un habitué des managers de projet. Aujourd'hui, il n'en a pas un devant lui. Aujourd'hui, c'est plutôt un spécialiste de la planification. En effet, Ouais. un planificateur de projet est une personne ou un professionnel de la gestion de projet qui est chargé OK, le projet, on va se dire de manière simple, parce que en fonction de notre audience, pour certains, c'est la toute première fois d'entrer en contact avec ce sujet. Un projet, c'est un peu se poser des questions. C'est se demander, on va faire quoi, où, comment et quand. Donc, le quoi, c'est le cahier de charge. Il sera défini par le cahier de charge. On va faire quoi? Le project charter, la charte du projet. Donc, le cahier de charge, c'est quoi faire. Comment on va le faire? C'est la charte de projet. Quelles seront les différentes parties prenantes? Quelles seront les différentes étapes et les différentes phases du projet? Le quand, c'est là que le planificateur de projet entre en place. Alors, le planificateur de projet aura pour responsabilité de pouvoir définir euh, le chronogramme du projet et de pouvoir, bien entendu, établir les risques du projet. Donc, le planificateur va faire des échéanciers de projet ainsi que des chronogrammes, notamment avec divers outils comme MS Projet, Primavera et ainsi de suite. Et il est vraiment le garant du respect. Il n'est pas le garant du succès du projet. Ça, c'est personne ne peut prendre la responsabilité du gestionnaire de projet, du project manager, qui est Ouais. la seule personne Ok, responsable de la réussite ou de l'échec d'un projet. Mais le planificateur va tout à mettre à fait. disposition du project manager certains éléments de contrôle du projet, notamment le temps et parfois le Ouais. coût du projet également. Alors, la planification n'est pas seulement sur le temps, mais également sur le coût. Je vais m'expliquer. Euh, il va d'abord, en tant que planificateur, proposer des échéanciers du projet en fonction du cahier de charge ou du scope of work. Également, définir en fonction des estimations reçues
des budgets et également pendant l'exécution. En fait, il entre dans dans divers parties du cycle du projet. Il est présent dans l'initiation, il est présent dans pratiquement, j'ai pas envie de parler de process flow ici, mais je dirais dans toutes les parties d'exécution du projet. Donc, il s'agit de la planification et de la prévision dans le temps en termes d'échéancier et de chronogramme, mais également de la planification budgétaire. Très peu de personnes savent qu'il existe également une planification de budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un projet. On a un projet de, on va dire, on va utiliser le dollar américain pour notre exemple, de 100 000 dollars seulement, peut-être, seulement compte tenu de l'enveloppe des projets auxquels je suis habitué à travailler. Et on se dit que nous sommes au mois de novembre, on se dit que le projet aura une durée de 5 mois, par exemple. Ça veut dire que chaque mois, nous devrions dépenser au moins 20 000 dollars par mois, en supposant bien entendu que le scope s'implémente ou le cahier de charge s'implémente de manière totalement linéaire. Donc, 100 000 dollars à dépenser pour un projet en 5 mois, on va faire des prévisions budgétaires qu'on appelle généralement des cash flows et voilà, il y a des cash flows et d'autres manipulations budgétaires qui vont nous permettre, et le earn value management également, dont vous aurez pour ceux qui voudront justement nous rejoindre dans, 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 dans le PMI, en sauront beaucoup plus. Donc, en 2 mois, nous serons censés avoir dépensé au moins, disons, 40 000 dollars sur les 100 000. Et si en 5 mois, nous n'avons dépensé que 40 000 ou 50 000, nous sommes en retard parce que nous sommes censés avoir dépensé 100 000 dollars de projet au 5e mois de l'exécution du projet. Et également, le planificateur de projet va s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour l'exécution du projet. Et dans un contexte minier, vous verrez que les ressources sont pas seulement internes, mais externes. Donc, internes, notamment les ingénieurs et d'autres parties prenantes qui font partie du groupe, qui font partie de l'entreprise, mais également des soumissionnaires, également des fournisseurs, également des personnes externes à l'entreprise. Et tout cela doit entrer en compte de la gestion du chronogramme du projet qui est détenu et maintenu par le planificateur de projet. Et également, une partie assez importante du travail d'un planificateur de projet, également parfois dépendant de l'environnement du projet, mais dans un contexte minier en tout cas, il y a également la gestion de consommables, qui est une partie très importante de la gestion de projet. OK. Voilà. Euh, Je ne sais pas si, excusez-moi, je suis parfois difficile à arrêter lorsqu'il s'agit de parler de la gestion du Non, projet. mais J'ai c'est compris l'idée. intéressant, c'est intéressant. Il vaut mieux être bavard que ne pas l'être. Mais j'avais une question. Le Oui, planificateur aussi s'occupe des aspects risques, oui, des le risques. planificateur s'occupe également des aspects risques. Premièrement, des risques liés au temps, dans la mesure où le projet peut être en retard déjà. Yeah. Et c'est déjà un risque parce que rappelez-vous qu'un projet à succès, c'est un projet euh, fourni dans les requirements ou on va dire, en accord et en conformité avec le cahier de charge, dans le budget approuvé et dans le laps de temps qui a été alloué au projet, donc dans le temps imparti.
Et bien entendu, c'est en fonction de ces trois composantes que le planificateur va justement constituer ce qu'on appelle un registre de risque et le soumettre au gestionnaire du projet, notamment des risques liés au temps, des risques de dépassement de budget, comme je l'ai dit un peu plus tôt, où on est pour un budget de 100 000, par exemple, on est qu'au deuxième mois, mais nous sommes déjà à 80 000 $, où il y a un risque de dépassement. Et il y a également, et vous savez que dépenser moins pour un projet, parfois, ça peut être une contre-performance parce que si le projet a été évalué à 100 000, à moins qu'il y ait des opportunités d'économie, des opportunités de cost saving, mais sinon, pour un projet évalué à 100 000 en 5 mois, si vous êtes au bout de 3 mois à 10 000 $ seulement que vous avez dépensé pour votre projet, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes en retard? Parce que Euh, déjà, à 3 mois, je pense que vous devrez déjà être au moins 60 000 $ de dépenses pour ce projet. Donc, oui, le planificateur de projet est très important dans la gestion des risques de projet, notamment du temps, du budget ainsi que des ressources. Et parfois, voilà, tout ce qui est de contrat également et d'autres tâches subsidiaires comme dans les endroits opérationnels, parfois le planificateur de projet va initier des contrats, va entrer en contact avec des fournisseurs pour s'assurer déjà des respects des délais et puis s'assurer également que tout est fourni dans le temps et dans le coût imparti. Donc oui, le planificateur de projet est, est une grande composante de la gestion du risque d'un projet. Ok, ok, ok. Avant de continuer, j'aimerais juste rappeler j'aimerais juste rappeler aux participants que ceux qui ont des questions, qui n'hésitent pas soit à utiliser le chat, soit à utiliser le menu de questions et réponses. Et donc, à un moment donné, nous aurons l'opportunité de répondre à toutes les questions. Et donc, alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir planificateur, en fait? Si une personne a envie de faire sa carrière dans ce domaine-là, comment est-ce qu'on fait? En effet, bon, OK, pour être planificateur de projet, il n'y a pas un cursus totalement établi et restreint ou assez fixe. Il faut d'abord manifester de, de, de l'intérêt à la gestion de projet et, et particulièrement dans le sens de planification. Vous savez, moi, je disais beaucoup plus tôt que j'ai commencé avec comment je me suis retrouvé en fait dans la planification, c'est que je faisais de la supervision de chantier, supervision de projet de construction. D'abord, je suis convaincu que tout le monde, quelque part, travaille dans un projet. Peut-être qu'il n'en est pas conscient parce qu'il travaille dans un morceau ou une étape du projet, peut-être l'exécution. J'étais là à construire des choses. Je ne savais pas que ces choses-là faisaient partie d'un projet. Donc, nous, c'est une question d'être curieux. Nous, nous pouvons être, par exemple, en train de faire un travail, mais nous sommes dans une phase d'exécution d'un projet qui a été établi bien avant. Alors, pour être planificateur, moi, je vais vous dire rapidement mon histoire. C'est que j'étais justement en train de planifier des projets de construction et j'ai manifesté de l'intérêt pour aller au-delà de ce que je faisais. Je, Ce qui m'a toujours caractérisé, même pour ceux qui ont l'opportunité de travailler avec moi, c'est que je suis le genre de personne qui va toujours au-delà de ce qu'il lui est demandé de faire en termes de travail. Je faisais de la supervision. Au-delà de la supervision, j'ai voulu... Moi, je suis un technicien très littéraire, hein. C'est pour cela que j'aime beaucoup la gestion de projet.
C'est pas, c'est de l'ingénierie sans énormément de chiffres, mais avec beaucoup de réflexion. Et la petite anecdote, c'est que je faisais d'abord de la supervision avant de répondre à votre question sur que faire pour être planificateur. Je vais vous dire comment moi j'en suis devenu un. J'ai tendance parfois à parler un peu rapidement, mais je vais essayer de me calmer un tout petit peu. Non, Alors, non, c'est bon, j'ai un c'est bon, flot de c'est parole bon. assez rapide et c'est pas très pédagogique. Vous allez m'en excuser, s'il vous plaît. Mais Non. je faisais de la supervision de projet, mais au-delà de ce que je faisais, contrairement à beaucoup de mes collègues superviseurs de projets de construction, j'étais assez minutieux dans le reporting, dans le rapport. Certains disaient tout simplement ce qu'ils avaient fait de la journée, mais moi j'étais en mesure de dire ce qu'on a fait, les tâches qui seront faites demain. Je pouvais vous dire avec exactitude ce qui sera fait dans 2 semaines parce que j'avais un chronogramme. J'ai voulu me renseigner sur un outil qui s'appelle MS Projet. Et il y a de cela quelques années, j'étais à Kolwezi. D'après mes recherches sur un instructeur qui allait parce que je voulais, au-delà de pouvoir bien faire mon travail de supervision, mais vraiment avoir une main sur mes rapports, le reporting, les rapports de chantier et également la planification et la gestion des équipes. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je rencontrais Andrei, que nous appelons très affectueusement Mailoshi, qui est le président en exercice de PMI RDC pour le chapitre RDC. Et justement, il est venu à Kolwezi me faire une session sur le MS Projet, l'outil MS Projet. Et c'est de là que j'ai commencé à cliquer un tout petit peu, essayer d'avoir des échéanciers assez simples, mais au moins, dans mes rapports de construction, j'étais capable de dire à plus ou moins avec exactitude à quelle période les travaux de finition vont se passer, ainsi de suite. Et c'est de là qu'est parti ce goût pour la planification. C'est de là, et donc au-delà de cela, on m'a détaché de la supervision des projets, on m'a demandé de planifier carrément pour tous les autres projets que je n'avais pas forcément initiés. Et c'était vraiment pour moi une très belle expérience qui m'a permis d'arriver au point où j'en suis aujourd'hui en tant qu'analyste et planificateur justement au sein de Glencore. Mais pour revenir à la question maintenant, Didier, je sais que tu l'attends, pour être planificateur de projet, Mhm. il faut manifester de l'intérêt pour la gestion de projet, il faut maîtriser un outil de planification, notamment MS Projet, qui est assez commun. Il y en a d'autres, mais également être issu d'un domaine technique, on va dire ingénieur, informaticien, ainsi de suite, mais vraiment manifester vraiment de l'intérêt pour tout ce qui est planification et gestion des échéanciers et chronogrammes de projet. Donc, il n'y a pas un chemin rectiligne et tout tracé pour être planificateur de projet, mais voilà, ça vient vraiment de l'expérience et de la maîtrise de certains outils de gestion de projet. Et cela peut, bien entendu, vous prédestiner plus facilement à être un gestionnaire de projet assez avisé lorsque vous savez déjà gérer le temps et le budget du projet. Après viendront la gestion des parties prenantes, ainsi de suite. Et avant que vous puissiez, il y a une certification très recommandée pour les planificateurs de projet, une certification PMI, qui d'entrée de jeu, vous l'avez dit beaucoup plus tôt, qu'il est CAPM, le Ouais. Certified Associate Project Manager. C'est un atout également pour, euh, comme c'est une certification d'entrée de jeu en gestion de projet, si on peut le dire ainsi. Et ça vous prédispose, bien sûr,
à être sélectionné comme planificateur de projet. Mais c'est optionnel, ce n'est pas totalement obligatoire. Voilà. OK. Oui, mais il y a aussi une spécialisation, euh, PMI-SP, PMISP. une certification qui est une spécialisation, ouais, dans le scheduling, dans la planification. Donc, Oui. Project il faut Manager avoir à la ça aussi en PMI tête. Scheduling Professional, SP en effet. Voilà, Donc, scheduling c'est perfection. comme ça que, Exactement. écoutez, nous avons vraiment un environnement de projet totalement complet dans le framework PMI. Il y a même une certification pour les constructeurs que j'étais justement également. Ben, Écoutez, nous, c'est une certification qui est vraiment un ensemble de certifications qui sont vraiment assez complètes. Et bien entendu, moi-même y compris, j'avais prévu justement de me certifier cette année, mais comprenez que ça a été une année pleine de rebondissements sur le point professionnel comme personnel. Et je pense qu'avec ceux qui nous suivent, nous serons certainement déterminés à obtenir ces certifications dès l'année prochaine. Inch'Allah, comme on dit. En tout cas, Alors, euh, il y a, bon, dans ton parcours, tu as dit que c'était court, mais tu aurais aimé faire un peu plus du PMO, Project Management Officer. C'est ça, c'est ça que tu as dit, hein? tout à Alors fait. déjà, tu peux nous dire euh, c'est quoi, mais après, pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu as aimé dans ce rôle de Project Management Officer? Très bien, très bien. Merci beaucoup, Didier, pour la question. Comme je l'ai dit beaucoup plus tôt, j'ai toujours eu tendance à aller au-delà de ce que je fais. J'étais superviseur de chantier, superviseur de projet de construction et j'ai implémenté des méthodes de planification dans mon travail. C'est ce qui m'a valu de commencer à faire de la planification. Et dans la planification, j'ai commencé à me démarquer de plus en plus dans des gestions de portefeuille et donc d'ensemble de projets de capital, des projets on a dans certains CAPEX, et ainsi de suite. Ceux qui sont dans le domaine s'y reconnaîtront. Et bien que faisant de la planification de projet, je l'ai incorporé et cela m'a prédisposé une fois de plus à aller au-delà et à être tenu pratiquement pour faire du PMO. Avant d'en parler dans les détails, j'aimerais d'abord, vous savez, glisser un tout petit conseil ici. Beaucoup s'y retrouveront. Très souvent en entreprise, dans le milieu professionnel, nous avons tendance à parfois en savoir un peu plus que ce que nous faisons, mais nous attendons d'abord que la reconnaissance puisse nous être octroyée avant de commencer à mettre en œuvre cette connaissance supplémentaire. Moi, j'ai beaucoup fait des choses pour lesquelles je n'étais pas payé. Je suis un spécialiste de faire des choses au-delà de ma description de poste. Et c'est comme ça que en faisant de la planification, j'ai intégré des notions de PMO et c'est comme ça que justement j'ai été prédisposé à rejoindre ce domaine-là. Écoutez, le PMO d'un point de vue, puisque je ne peux vous dire que dans le cadre de mon expérience professionnelle, le PMO, c'est vraiment, PMO analyse, c'est vraiment quelqu'un ou une équipe ou un bureau de projet qui va se charger de pouvoir, je ne dirais pas gérer, mais guider et mettre en place des frameworks, je ne sais pas le dire en français, mettre en place un environnement de,
propres à ce type de projet-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en ce qui nous concernait, nous devrions mettre en place justement des budgets, des prévisions de CAPEX, non pas pour des projets, mais pour l'ensemble du portefeuille de projets de KCC en son temps. Et bien entendu, c'est là ce calcul avec la vie de la mine et tout ça. Ce sont des calculs que je vais vous épargner aujourd'hui. Et ça permet tout simplement de pouvoir mettre en place vraiment un framework. D'ailleurs, vous me permettez ici de vous parler de ce framework. Beaucoup d'entreprises commencent vraiment excusez-moi, parfois je vais recentrer mes idées. Juste après, vous allez comprendre pourquoi. Mhm. Beaucoup Ouais. d'entreprises commencent vraiment à s'investir dans la gestion de projet. Et pour votre information, Glencore a un environnement informatique de gestion de projet qu'on appelle le Capital Management Framework. Et c'est justement dans le cadre de ce PMO que nous étions justement chargés de pouvoir faire de la gouvernance. C'est vrai qu'en français, ça ne sonne pas très bien, de la gouvernance de projet du groupe pour notre actif cuivre à KCC. Il y va de l'ensemble parce que voilà, si chaque département a un petit projet, nous devons planifier de manière générale pour l'année 2023 ou par exemple pour l'exercice 2024, nous allons nous attendre à une enveloppe de projet par exemple de 2 milliards et c'est vraiment de la gestion et s'assurer que ces projets soient conduits sous une méthodologie propre à Glencore, dans le framework de Glencore. Et ça, c'est le rôle du PMO qui travaille avec de project managers, avec des gestionnaires de projets et qui s'assure en fait que les projets sont en alignement avec les méthodologies de gestion de projet Glencore et sont délivrés dans l'enveloppe budgétaire disponible pour cette année-là. Après, il y a des dépassements. Ça vous permet à un niveau de gestion de projet beaucoup plus élevé de pouvoir un projet qui dépense moins, on retire un peu de budget pour approvisionner un autre projet au sein d'un même portefeuille qui subit certains dépassements. Et c'est vraiment une gestion de projet à grande échelle, mais vraiment axée comment le dire, sur l'environnement de projets définis pour l'ensemble du portefeuille de projets d'une entreprise précise. Voilà, comprenez que Ok. j'ai exercé cette Donc, tâche j'imagine que... Oui, Ok, ok. Donc, j'imagine que vous je vous faites en un prie, peu la police. Euh, à je peu près dis que ça, à peu j'imagine que près ça, à vous peu faites un près peu ça. les gendarmes pour veiller à ce que tout le monde respecte la Exactement, exactement, en méthodologie termes simples. ok, Que ok. tous les Donc, projets qui tu sont as aimé repris dans être le gendarme, portefeuille de si on peut projet dire de ça comme Glencore ça. puissent être faits correctement. Il existe Donc, peut-être des tu as gendarmes de aimé faire le projet, je ne sais pas, gendarme. c'est possible. Non, mais ce sont D'accord, des d'accord. accompagnateurs. Ce sont des accompagnateurs qui s'assurent que les projets au sein d'un même portefeuille sont faits dans les prévisions et dans la vision du management. Voilà. Ok, parfait. Euh, Tu peux me donner trois leçons, trois leçons apprises au cours euh, de tes expériences dans le domaine du projet? Pardon. Merci beaucoup, Didier, pour la question. Euh, Trois leçons apprises de mes expériences en gestion de projet. Mhm. Premièrement, vous savez, je parle de manière totalement générale, bien entendu, au fil de mes expériences, beaucoup de gens, quand je peux dire, les entreprises parfois
donne un budget à un département pour mettre en place un projet. Mais parfois, il arrive que ce chef de département qui se retrouve à cette position, non pas parce que c'est un spécialiste du projet, mais parce que c'est un spécialiste dans son domaine d'expertise. Il peut être un chimiste, un métallurgiste, je sais pas moi, un ingénieur civil, un juriste, un légaliste, un commercial, ainsi de suite. Souvent, l'erreur que beaucoup d'entreprises commettent, puisqu'on a un projet au sein de notre département et qu'on a le budget pour le faire, c'est de ne pas trouver utile de rechercher la compétence d'un gestionnaire de projet. Beaucoup de responsables de département, ils reçoivent un projet, s'improvisent gestionnaire de projet. Je pense que c'est une grande erreur. Je pense qu'il s'agit là d'une grande erreur parce que la gestion de projet est assez capricieuse. C'est une matière qui respecte un bon nombre de conditions et lorsqu'on ne connaît pas ou on ne maîtrise pas ces conditions, on a des très bonnes chances de pouvoir faire de l'initiation du projet en même temps qu'on fait de l'exécution ou je ne sais pas souvent un peu ce que je veux dire. En même temps, on exécute, en même temps, on fait de Tout la à fait. planification. Voilà, parce que on a reçu un projet à mettre en place et on voudrait se passer justement d'une compétence du gestionnaire de projet. Je pense que c'est une très grande erreur que beaucoup de gens commettent de manière générale. Il est important lorsque l'on reçoit un projet, qu'on reçoit un projet et un budget pour le faire en tant que peut-être responsable d'un département dans une usine de production ou dans tout ce qui est opérationnel. À moins que l'on ait des connaissances en gestion de projet, je pense qu'il est important de se rabattre vers quelqu'un qui sera responsable, quelqu'un qui sera redevable du succès, redevable et responsable de la mise en place de ce projet-là. Ça, c'est le premier point. Et également, il est vrai que une autre leçon que j'ai apprise dans la gestion de projet, c'est vraiment la définition du cahier de charge. Parce que vous allez vous rendre compte que très honnêtement, au-delà des certifications qu'on peut engranger et de l'expérience qu'on peut bâtir, je pense que seuls 10% des projets, ou tout au plus 15, sont réalisés dans le temps imparti, dans le budget prédéfini et dans la qualité demandée, telle que demandée initialement dans le cahier de charge. Donc, cela doit être bien défini, les conditions du succès doivent être clairement établies. Et puis, il y a toujours des tendances à pouvoir, le cahier de charge dit A, B plus C, mais il y a toujours des C', D', X, Y. On finit l'alphabet, on se retrouve dans des choses et Dans finalement, les lettres on se grecques. dit, dans les lettres grecques, justement, Dans et la... on blâmait le Oui. gestionnaire de projet alors que ce qui devient recherché après n'est pas ce qui avait initialement été prévu. Donc, il faut mettre vraiment une procédure de changement, le change management assez efficace. Et je pense que c'est l'une des erreurs que beaucoup de gestionnaires de projets font, c'est de ne pas réussir à circonscrire l'étendue du cahier de charge. Et finalement, on se met à blâmer des dépensements de budget. Parfois, en fin de compte, on ne sait plus trop ce que l'on fait, ainsi de suite. Et ça peut être porté atteinte, bien entendu, à notre projet.
et aux résultats que nous attendons. Peut-être la troisième et dernière leçon que j'ai apprise, en tout cas en termes de dans la gestion de projet, notamment dans la planification, c'est vraiment une bonne évaluation de ses ressources. Vous savez, il faut apprendre à quantifier l'effort lorsqu'on planifie un projet. Il faut apprendre à quantifier les ressources mises à disposition pour pouvoir donner un échéancier, un chronogramme réaliste de notre projet. Et c'est vrai que très souvent, une des difficultés, c'est lorsque les différentes parties prenantes sont parfois externes et parfois, parfois gouvernementales ou nationales, parce que de votre point de vue, vous avez euh, un participant au projet qui est dans une entreprise de l'État, on va le dire comme ça. Mais du point de vue de l'État, c'est un petit projet parmi autant d'entreprises et autant de projets, ainsi de suite. Et donc, du coup, il faut vraiment renforcer l'engagement des parties prenantes et avoir des projets assez réalistes en fonction des ressources. Et pour les projets qui nécessitent du supply chain, vraiment être assez réaliste avec les réalités logistiques en termes en termes de lead time ou en termes de temps de livraison de matériel et ainsi de suite, de gestion de contrat, voilà. Ce sont des domaines qui appellent à beaucoup de domaines subsidiaires. C'est pratiquement ça les leçons, en tout Ok. cas. Il y a tellement à en dire. Je ne sais pas s'il faudra écrire un livre, mais surtout la gestion de projet dans un contexte opérationnel en République démocratique du Congo, c'est un domaine à la fois passionnant et assez complexe, bien entendu. Voilà, de manière Challenge. ramassée, tentaculaire. Tout à fait. Merci beaucoup, merci. Alors, on va un peu parler du chapitre du volontariat. Alors, ma question, c'est quelle est ton expérience en tant que membre du chapitre et volontaire? Quelle est ton expérience? Alors, moi, personnellement, d'abord, j'ai eu à revérifier ma page PMI. Je suis effectivement membre de PMI depuis 2018, donc ça va faire 5 ans aujourd'hui. Waouh! Oui, Waouh! ça va faire 5 ans. À l'époque, ne sachant même pas qu'il y avait toute cette organisation, bien sûr, au niveau du... Je ne pouvais pas rêver, en fait, d'avoir un détachement de cette grande institution qu'est PMI en République démocratique du Congo. Euh, C'était pour moi un rêve inaccessible qui aujourd'hui est possible. Et donc, j'ai automatiquement demandé, souscrit à être membre sous, bien entendu, le leadership de Dany, l'ancien président du chapitre, que nous saluons très chaleureusement. Et j'ai décidé d'être volontaire parce que, comme dans un précédent numéro d'ailleurs de Dany que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, je voulais vraiment appartenir à un groupe de professionnels qui partageaient les mêmes notions que moi, les mêmes notions d'urgence, les mêmes notions de respect de cycle de projet. Vous savez, parfois les gestionnaires de projet sont un peu des aliens dans leur lieu d'action. Ils Et je sont, voulais par moments, ils justement, sont les seuls à comprendre. tout à fait, je voulais vraiment faire partie d'un tout, faire partie d'un ensemble. C'est comme ça que j'ai entendu parler du chapitre PMI, déjà que j'étais en contact avec André. Euh, et de là, j'ai eu une volonté de pouvoir
vraiment faire quelque chose dans ma passion en dehors de mon travail, en y prenant tout simplement plaisir, sans que cela ne soit sujet vraiment par passion pour la gestion de projet. Parce qu'une de mes causes, je mets en parenthèse, c'est d'amener la gestion de projet jusqu'au fin fond des villages, même pour le fermier qui voudrait planter ses plants, il doit savoir comment initier son projet agricole et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous n'allons pas nous éterniser Exactement. là-dessus, Exactement. mais bien entendu. Donc, effectivement, j'ai commencé à être volontaire avec la très dynamique Belgrâce, que je salue en passant, qui en son temps a été responsable du volet Youth and Social Involvement, if I'm not mistaken. Social impact. Social Social Impact, impact. exactly. Youth and Social Yeah. Impact, avec qui j'ai eu à travailler. Peut-être pas seulement physiquement, mais du moins du mieux que nous pouvions en ligne, dans des réunions Teams, dans l'élaboration de certains documents, et voilà. Et je pense que le PMI, surtout le chapitre de la RDC, devrait vraiment ouvrir de plus en plus la porte à ces professionnels qui voudraient vraiment, au-delà de leur travail, vraiment to find purpose, se trouver une opportunité de servir au sein voilà, de la gestion de projet. Voilà, de manière tentaculaire une fois D'accord. de plus. OK. Merci. Écoute, euh, bon, avant de répondre aux questions, il y en a déjà plusieurs. Je vais OK? quand même te poser une dernière, bon, pas une dernière question, mais bon, j'aimerais savoir ce que tu penses bon, quel rôle pourrait jouer le chapitre au niveau de la RDC dans l'environnement des projets en RDC. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de comment s'exécutent les différents projets au niveau de la RDC et quel pourrait être le rôle du chapitre? Euh, et ensuite, j'aimerais aussi, qu'est-ce que tu penses des certifications professionnelles? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est juste pour faire joli ou... Bon, c'est un peu ça. Voilà les deux autres questions que j'avais pour toi. Bon, d'accord, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour permettre également à répondre aux questions des auditeurs. Oui. Et- Premièrement, je pense que le rôle du chapitre PMI dans un contexte des affaires ici au Congo ou des opérations de manière générale au Congo est très important. Pour quelle raison? Parce que déjà, euh, comme je l'ai dit beaucoup plus tôt, d'abord, avant de passer dans un volet gouvernemental, d'abord dans un volet opérationnel et au sein de l'entreprise, nous connaissons notre système scolaire et académique et nous, bien entendu, notre pays délivre des merveilleux cadres, spécialistes, ingénieurs, médecins, des éminents voilà, que puis-je dire, métallurgistes, chimistes, ingénieurs, voilà, dans tous les corps de métier. Mais ces personnes se rendent compte à un moment donné, au-delà de l'expertise technique qu'elles possèdent, il y a une notion requise de gestion de coûts, gestion de temps, gestion de parties prenantes qu'on ne nous a pas dit avant. On ne nous l'a pas enseigné. Moi, personnellement, non. Et je pense que le chapitre a un travail assez important en termes justement, le terme m'échappe un tout petit peu, mais voilà, de prêcher la gestion de projet, surtout en termes d'accompagnement des professionnels, notamment au sein des entreprises
public et privé. Euh, Au sein gouvernemental, effectivement, il y a de plus en plus de Congolais qui voudraient également se lancer dans la chose politique. Effectivement, nous avons un besoin, un grand travail en termes de communication, en termes de gestion de projet. Ce sont des acquis qui sont dans un monde en perpétuel changement, qui demandent d'abord dans un pays totalement à construire. Il est impossible de pouvoir y arriver, de pouvoir se développer en tant que nation, de pouvoir se développer en tant qu'entreprise, sans prendre en compte la notion déjà du temps, puisque ah, il est vrai que pour ceux qui voudraient avoir des projets, ils sont limités par un certain mandat. Mais c'est également ça l'autre problématique, c'est que beaucoup de projets au sein du pays comme au sein de nos entreprises voient le jour, mais meurent parce que à cause des changements de leadership, de changements de responsables justement qui doivent supporter ces projets-là. Donc effectivement, il y a un grand travail. D'abord au niveau de la jeunesse, il faut que ces notions de gestion de projet puissent être connues assez tôt dans nos écoles. Également l'accompagnement des professionnels. Pour ceux qui sont peut-être seulement à Kinshasa, ils ne le savent pas, la RDC, c'est un pays industriel. C'est un pays en plein, d'abord en plein dans la transition énergétique et donc qui est en train de produire des métaux précieux pour pouvoir parvenir à cette transition énergétique. Et on a besoin d'une expertise au-delà de l'expertise technique que nous avons. Donc, il y a un grand travail d'accompagnement des professionnels sur terrain. C'est vrai, on a beau être le plus beau chimiste, le meilleur chimiste et devenir chimiste en chef, mais si on n'a pas des notions de gestion de projet, on ne saura pas comment efficacement mettre en place un laboratoire de chimie, par exemple. Donc, c'est vraiment dans la promotion de la gestion de projet, que ce soit dans le domaine auprès des jeunes comme des professionnels et pourquoi pas intégrer un framework dans la gestion des projets gouvernementaux. Et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Un Et bien PMO. entendu, voilà, donc un PMO, pourquoi pas, un PMO sur la gestion de projets gouvernementaux ou de l'État. Nous devons avoir des guidelines. Vous savez, la gestion de projet est très capricieuse. Si nous ne respectons pas certaines étapes, cela risquerait d'être... c'est c'est comme ça qu'il y a beaucoup de projets, comme je l'ai dit, qui naissent et qui meurent parce que nous manquons parfois cette composante en termes de gestion de projet. Voilà, excusez-moi pour cette dernière réponse, je me suis un peu donné à plusieurs réflexions en même temps, mais effectivement, la tâche est nécessaire. La tâche est nécessaire. Mm. Exactement. Exactement. Alors, les certifications, pour finir. Oui. Les certifications, écoutez, moi, j'ai commencé à travailler dans le domaine du projet depuis un bon bout de temps, que ce soit en tant que project control, dans le contrôle de projet, la planification et la gestion de certains projets. C'est vrai qu'il y a deux volets. Pour ceux qui sont déjà du domaine, parfois on se dit, je suis déjà dans l'environnement de projet. Je fais déjà des projets. Mais rassurez-vous que ce qu'il y a dans ce que offre comme matière dans ces certifications, c'est quelque chose qui n'est disponible nulle part ailleurs. Alors, je pense au PMBOK, qui est justement cet ouvrage qui nous permet de pouvoir calquer notre gestion de projet afin d'avoir des résultats assez probants. Mais la certification, pas seulement renforce des acquis que nous possédions déjà, mais nous permet d'asseoir de nouvelles connaissances et de rester vraiment à jour du point de vue des nouvelles technologies qui arrivent comme l'intelligence artificielle et consorts. Moi, par exemple, j'étais totalement formaté dans une gestion de projet totalement waterfall
ou en cascade, où nous avions, c'était précis sur ce que nous devions faire, un budget précis, un cahier de charges précis. Mais, mais maintenant, la gestion de projet devient de plus en plus flexible et ce sont des choses que nous devons connaître. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est un secret pour personne que ces certifications nous ouvrent un monde professionnel à nos pieds comme jamais. En fait, je peux même dire à certains que vous pouvez ne pas avoir engrangé énormément d'expérience en gestion de projet, mais les certifications, le PMP par exemple, vous permet de combler ce gap et de valoir autant qu'un professionnel de projet qui a 10, 15 ans d'expérience. Donc, c'est vraiment un raccourci incroyable et je pense que c'est vraiment bénéfique, eux, pour les professionnels de projets traditionnels, également pour ceux qui voudraient se lancer dans la gestion de projet. Après, il y a plusieurs niveaux. On va pas commencer avec le PMP directement. Il y a des petits cours intermédiaires et je sais que le chapitre continue d'œuvrer dans la promotion de ces cours-là. Donc oui, la certification est totalement utile et bénéfique pour tous les gestionnaires de projet. Et merci, Agapé. Rapidement, on répond à quelques questions. Alors, une question, existe-t-il un domaine d'études ou une filière précise qui je dirais que c'est prédispose aux études du project management? Euh, Alors, euh, y a-t-il des études qui prédisposent euh, à la gestion de projet ou au project management? Je dirais oui et non. Il y a pas, il y a, pour moi, personnellement, de mon expérience, il n'y a pas d'études qui prédisposent à la gestion de projet, mais il y a plutôt un mindset qui prédispose à la gestion de projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion de projet n'est pas un domaine en soi. C'est une composante dans un domaine, dans n'importe quel domaine de la vie, que vous soyez médecin, si vous voulez mettre en place un nouveau système, vous voulez mettre en place une nouvelle infrastructure, c'est un outil. La gestion de projet, c'est un outil. Ce n'est pas, un domaine en soi, en fait. C'est un outil qui vous permet de pouvoir mener à bien des projets. Mais il est vrai qu'il faut avoir un raisonnement assez organisé, un raisonnement assez rationnel. Donc, éventuellement, ceux qui ont eu à faire des études universitaires, techniques, des études d'ingénieurs ou des études techniques informatiques, que sais-je, économie surtout, euh, voilà, des études qui vous permettent de pousser un certain raisonnement. Je sais que ces gens-là auront plus de facilité de pouvoir s'imprégner de la gestion de projet par rapport à un historien, par exemple, ou un anthropologue, ou je ne sais pas moi, à un philosophe. Excusez-moi d'être assez extrême, mais bon, mais un domaine qui est... Voilà. oui, bon, tout à fait. Mais pour compléter en fait ta réponse, c'est Oui, qu'aujourd'hui, il y a il y a des filières gestion de projet. Il y oui, a beaucoup d'universités qui ont mis en place des filières de gestion de tout à projet. fait. Euh, euh, il y a, par exemple, un des partenaires du chapitre, l'ESMK, l'École supérieure de management de Kinshasa, place un master en gestion de projet. Et donc, Voilà, comme tu dis, c'est aussi une filière qui, mais comme on dit, la gestion de projet aujourd'hui, c'est un peu comme l'informatique hier. C'est quelque chose qui peut s'apparenter à n'importe quel autre domaine à côté, quoi, qui est exactement. utilisé par tous les autres domaines. Ouais. Utilisé par tous Alors, les autres deuxième domaines. Tout à fait. question pour une planification d'un. Ouais.
Alors, pour une planification d'un projet, c'est vraiment très important d'avoir une somme réservée avant la planification du projet. Euh, c'est vraiment d'avoir une somme réservée avant la planification du projet, ou soit la planification peut se faire sans pour autant réunir tous les moyens possibles. OK, ça dépend de la source de vos fonds. OK, il est important, ou du moins, de sécuriser un fonds pour, euh, pour faire justement de la planification de projet. Soit les fonds sont mis à disposition dès l'initiation du projet, ou alors si vous avez un sponsor du projet, vous lui soumettez un sponsor, donc quelqu'un à qui à qui le projet profite, ou je ne dirais pas profite, mais qui est initiateur du projet. Vous ne faites que le gérer en tant que gestionnaire, mais celui qui connaît le bien fondé du projet, voilà, vous pouvez lui envoyer justement certaines prévisions budgétaires, et il peut vous donner des fonds de manière fractionnée en fonction des prévisions que vous avez prévues. Si vous avez prévu de faire un projet, par exemple, en 3 ans, et que un projet en 3 ans de 100 000 dollars une fois de plus, si vous devez consommer, vous avez prévu et planifié de consommer 20 000 la première année, après la deuxième année, 80 000, non, on va dire 60 000, et puis 20 000 la troisième année. Il est vrai que pour des raisons opérationnelles, pour votre projet de 100 000, on vous donnera d'abord 20 000 pour la première année en fonction de votre prévision budgétaire. Mais il est vrai qu'il faut sécuriser les fonds. Et ces fonds viennent d'où? Ça vient en fait de l'estimation du cahier de charges qui a été établi en amont. Et bien entendu, ce cahier de charges qui doit être réaliste et détaillé pour ne pas se retrouver dans des positions où il va falloir avoir des travaux additionnels qui vont nécessiter des coûts additionnels qui n'avaient pas été initialement prévus lors de l'initiation du projet. Donc oui, oui et non, il faut soit, si pas, à défaut d'avoir physiquement les fonds en main, il faut du moins les sécuriser auprès d'une banque pour y avoir accès en fonction de vos prévisions, de votre cash flow, voilà, de votre prévision de dépenses. Ok. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Alors, il y avait quelqu'un qui avait posé la question comment devenir membre. Alors, pour devenir membre, euh, euh, je vais partager tout à l'heure les contacts du chapitre. Vous pourrez contacter le chapitre et il y aura, et le département qui se charge des membres pourra vous aider dans votre procédure. Mais en gros, il faut juste participer aux activités du chapitre, payer sa cotisation annuelle pour avoir accès à toutes les ressources, tous les livres de référence et ainsi de suite. Et si on veut être volontaire, c'est-à-dire Exact. on peut aussi décider de donner de son temps et de son énergie, de son intelligence pour organiser ce genre d'activité tel que cet événement virtuel de ce soir. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci Agapé. Un dernier mot. Les questions, on a fini avec les questions? Ouais, ouais, on a fini avec les questions et on a même un peu glissé par rapport au temps. Donc, là, on doit conclure D'accord. déjà. Écoutez, moi personnellement, je commence déjà par vous remercier. Je remercie d'abord le chapitre d'avoir mis en place justement ce webinaire. Euh, Think out of the box. Je ne sais pas, Didier, tu peux nous aider avec la traduction française? Euh, En tout cas, euh, Penser en dehors du cadre. en OK? dehors du cadre, ouais, de manière un Penser peu en dehors littérale. du cadre
C'est vraiment ça. Et moi, je pense que de mon expérience, le mot que je peux peut-être vous donner ici, voilà, mes collègues de bureau qui m'abandonnent déjà et veulent m'enfermer, ce n'est pas grave. Je dirais tout simplement, voilà, parfait. Euh, c'est déjà le mot de la fin, donc. Écoutez, la gestion de projet est très importante pour tout professionnel. D'accord? Que ce soit tout professionnel qui ne fait pas une tâche routinière, mais par contre qui travaille dans l'implémentation de quelque chose, il est important de connaître les conditions, bien entendu, pour que ce projet-là puisse être, excusez-moi, je vais être interrompre, donc ce projet-là puisse vraiment être implémenté dans le temps imparti, dans le coût et dans la qualité escomptée. Et pour cela, la gestion de projet vous apportera un outil qui va vous démarquer de vos autres collègues, qui va vous démarquer des autres professionnels. Et c'est absolument indispensable dans le monde aujourd'hui pour pouvoir construire notre pays, pour pouvoir exporter du cuivre, du cobalt comme nous le faisons, pour pouvoir exporter de l'or comme nous le faisons, pour pouvoir, je ne sais pas moi, construire des routes, bâtir des écoles. Nous ne saurons pas en dire suffisamment ici. C'est vraiment important de pouvoir reconnaître ces principes de gestion de projet. Et de manière générale, un dernier conseil pour les professionnels et pour ceux qui travaillent, c'est vraiment, vous savez, et c'est par là que je vais finir, sortez de votre confort. Je suis où j'en suis arrivé aujourd'hui parce que j'ai appris à sortir de mon cadre. J'ai appris à think out of the box. J'étais quelque part, j'ai fait un peu plus, et ce que je faisais un peu plus, je commençais à le faire officiellement, et ce que je commençais à faire officiellement, je commençais à faire un peu plus, et c'est comme ça que certaines responsabilités m'ont été données. Sortez de votre zone de confort. Moi, la plus grande remarque qui m'a été donnée dans toute ma carrière professionnelle, c'est lorsque quelqu'un m'a dit, Agapé, tu commences à devenir trop confortable. Et je l'avais compris parce que c'est vrai, on pense avoir ce qu'on connaît comme acquis, mais lorsqu'on devient trop confortable, l'apprentissage s'arrête. Lorsqu'on demeure et on compte dans sa zone de confort, on arrête d'innover. Donc, sortez de votre zone de confort et pensez toujours en dehors du cadre. Merci à vous, merci Didier de m'avoir reçu ce soir. Ok, merci beaucoup Agapé. C'était très enrichissant. On a profité de ta connaissance, de ton énergie et de ta joie de vivre. Merci beaucoup. Et surtout, merci à tous ceux qui ont pu participer à ce 8e numéro de Think Out of the Box. Merci à tout le monde. Merci aux volontaires du chapitre qui ont permis à ceux que ce numéro se passe sans problème. Euh, je vous donne rendez-vous le 30 novembre pour le 8e numéro de Focus sur la gestion de projet. Focus sur la gestion de projet, c'est un webinaire au cours duquel nous abordons des notions de gestion de gestion de projet en profondeur. Et donc, je vous donne rendez-vous le 30 novembre. Et en attendant, je vous dis merci, merci à tous. Continuez à être fidèles à ce programme. Merci aux volontaires. Et pour finir, je vous partage les contacts du chapitre. Pour tous ceux qui veulent devenir membres, ils n'ont qu'à écrire au chapitre. Pour tous ceux qui veulent se certifier, qui veulent avoir des informations sur les certifications et ainsi de suite, n'hésitez pas à contacter le chapitre et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Merci à tous et bonne soirée. Merci Merci, Agapé et merci merci, au d'avoir revoir. pu dégager du temps. Merci. Merci à vous.